Cette semaine à l'émission Minou, Pitou et Toutou, les animaux domestiques prennent de plus en plus de place dans nos maisons. On se penche là-dessus. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié aux animaux domestiques. Et là, vous vous en rendez peut-être compte, ceux qui nous écoutent en vidéo, à la télé ou sur YouTube ou sur quelconque plateforme où on voit ce qui se passe sur le plateau. Il y a des animaux avec nous. T'as fait... Ouais, parce que j'allais commencer... c'est le serpent qui m'inspire. J'allais commencer en me disant, c'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est comme une première. C'est le 423e épisode, puis on en est là. Je pense que l'affaire la plus folle qu'on a faite avant, c'était d'avoir des bières à l'émission. C'est vrai, on avait fait une dégustation avec le mari d'Ariane. On est vraiment ailleurs. Là, Il y a une chance que pour l'épisode drogue, vous n'aviez pas des similaires. C'est vrai. Ça aurait mal viré. C'est notre salut bonjour. C'est notre On n'est pas du monde, salut bonjour. On est rendu à un show vraiment spécial. Alors là, on va faire des présentations, là, puis je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Il va y avoir du désordre, c'est sûr. Aujourd'hui, ça va être spécial. Je pense qu'on va perdre le contrôle à un moment ou à un autre. Tiens, commençons par Ariane. Tu fais partie du règne animal. Oui, c'est vrai. Alors, bienvenue. On est content de t'accueillir sur le plateau. Tu es chroniqueuse régulière ici. Je ne vais pas te demander tout de suite c'est quoi ton rapport aux animaux de compagnie. On va se garder ça pour dans quelques instants. Bienvenue. Merci. James. Salut, Antoine. T'es bien accompagné aujourd'hui? C'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de prendre un serpent des blés que Marianne nous a apporté. C'est fascinant, la texture, le mouvement que ça fait sur le corps. Ouais, je suis vraiment hypnotisé. Bon. C'est ça. James, t'es journaliste pour Le Verbe depuis plusieurs années et on vit une première ici. On voit que le serpent cherche la chaleur, donc il est en train de fouiller en dessous des bras. C'est passionnant. On fera les présentations des animaux dans quelques secondes. D'abord, la propriétaire de toutes ces bêtes, Marianne, bonjour. Bonjour. Marianne Massicotte, oui. Technicienne en santé animale. Maman à la maison présentement parce que tu as un petit bébé là, qui a quelques mois. Félicitations. Merci. Et là, tu es venue bien accompagnée aujourd'hui. Présente-nous qui est-ce qui est avec toi? Oui, donc c'est un bon échantillon de ce que j'ai à la maison. On a sur la table ici Flapjack, qui est un mâle. C'est une tourterelle rieuse. Donc, au Québec, on a les tourterelles tristes. Tourterelle rieuse, elle vient d'Afrique. On a ici sur ma main Fenrir, c'est une demoiselle. C'est un gecko à crête, donc originaire de la Nouvelle-Calédonie, en Océanie. Ouais. Puis, on a Aku, le serpent des blés, qui est sur James. Donc, Aku, serpent des blés, qui vient des États-Unis. Même famille que la couleuvre. Donc, on voit les similarités côté forme et grandeur. Ça se peut que la tourterelle s'envole tantôt. Oui. Mais ça va être drôle. Il peut se passer bien des affaires. Il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que la tourterelle va essayer de manger le serpent? On ne sait pas. Ça serait une première. Ou inversement? Oui, c'est vrai. Hein, je pense. Qu'est-ce que ça mange, un serpent comme ça? Là? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour James, par exemple? Non. Est-ce que tu es une souris, James? Non. Tu devrais être correct. Il me semble que non. Les serpents mangent seulement ce qui rentre dans leur ventre. Et les serpents des blés vivent dans les champs de blé et mangent vraiment uniquement les rongeurs, donc des souris, et qui doivent avoir la forme pour rentrer dans leur corps. Donc vraiment, aucun souci à avoir. Des petites souris, là, quand même. Tout à fait. OK, fait que ça ouvre sa bouche quand même grand. Très grand, oui. Très, très grand. Puis le gecko, qu'est-ce qu'il mange, lui? Lui, c'est un animal qui est frugivore et insectivore. Donc, il va manger des fruits et des insectes. Ouais. En captivité, il existe une purée à reconstituer, là, vraiment, qui vient imiter ce qu'elle va manger en nature. Puis les oiseaux, les tourterelles rieuses, sont granivores, donc vont manger des graines, vont picorer des petits insectes, des larves, des petites germes, un peu de tout ce qui est végétal, avec un petit peu de protéines au travers. Raconte-nous, puisque tu as la parole, Marianne, qu'est-ce qui fait que t'en es... Parce que là, tu as plusieurs animaux à la maison, là, oui. Des dizaines. Oui.
bon, parle-nous justement de tout ce que tu as à la maison, puis comment on en vient à avoir un petit zoo domestique comme ça? Là? Oui, tout à fait. En fait, moi, les animaux ont vraiment toujours fait partie de ma vie. Là, je suis née sur une ferme, justement, d'élevage de vaches à bœuf, qu'on dit. Donc, des vaches vraiment faites pour la viande, pour la consommation humaine. Donc, vraiment, le contact avec les animaux a été là dès mon très jeune âge. Donc, quand on a des vaches, il y a plusieurs animaux qui rôdent autour de l'étable. Donc, des chats et autres animaux sauvages aussi qui se sont intéressés. Donc, le contact et l'attrait ont été là très, très jeunes. Puis, rapidement, mon intérêt s'est tourné vers les animaux exotiques. Donc, les animaux autres que chats et chiens qu'on peut avoir dans la maison. Il n'y avait pas de gecko autour de l'étable. Hein? Non, ça, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Wow. Il fait très froid au Québec pour les reptiles. On n'en a pas beaucoup. Donc, oui, l'intérêt est venu très rapidement pour les animaux exotiques, donc vraiment faciles d'entretien, qui ne prennent pas beaucoup d'espace à la maison non plus. Et puis, s'occuper d'un lézard, de 2 lézards, de 10 lézards, de 30 lézards, ça revient pas mal au même, honnêtement. C'est très, très, très facile à s'occuper. Donc, j'ai un petit élevage de geckos à Crête, comme ça ici. Il s'appelle Miss Massicotte Gecko, mon élevage. Puis, donc, c'est très facile à s'occuper. Les serpents sont venus vite après. J'aime leur douceur, leur calme, leur curiosité et le contact vraiment unique qu'on peut avoir avec eux. Et la tourterelle est venue en surprise, en fait. Donc, je me suis rendu compte que le contact avec les oiseaux, j'aimais beaucoup à cause de mon emploi de technicienne en santé animale. Puis, de tous les oiseaux, je trouvais que c'était la tourterelle qui venait plus me rejoindre simplement parce que ses besoins sociaux sont moins développés et accrus qu'un perroquet qui est comme un peu un enfant de 5 ans toute sa vie. Oui, la tourterelle est plus simple. Arrête, mais avec un bec en couteau en plus. Donc, c'est toute qu'une affaire, un perroquet. J'ai aussi 2 chats à la maison. Donc, vraiment, tous mes animaux sont des animaux qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. C'est ça. Exactement. Donc, je fais une rotation dans mes soins apportés aux animaux. Mais ça te demande quand même du temps. Oui, tout à fait. C'est comme un travail à temps partiel au bout du compte, au bout de la semaine. Hein. Parce que c'est ça, pour bien des gens, l'animal domestique, c'est un chat ou un chien. Là. On aura des statistiques dans quelques instants. Le cas classique qui demande, je pense à mes voisins là, qui sortent prendre une marche avec le chien. Oui. Plusieurs fois par jour, c'est comme un autre niveau d'engagement, d'investissement en temps, en énergie, en sous aussi, parce que j'imagine que les quantités que mange un gecko, ça n'a rien à voir avec un golden retriever. C'est un autre budget aussi. Là. Exactement, oui, tout à fait. Donc, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes implications de temps non plus. Le chien, tu peux pas ne pas aller faire ses besoins dehors, sinon ça va se passer à la maison. Donc, tandis que le gecko, si une semaine, ou le serpent, moi, une semaine, j'ai moins de temps de m'en occuper, il souffrira pas du manque de contact. Il va continuer de faire ses affaires dans son habitat. Exactement. Et comme vous voyez, il ne souffre pas du contact, même il trouve ça plutôt plaisant à cause de la chaleur. Donc, la cou est curieuse, elle se promène. On voit que Fenrir ici, elle reste sur ma main, c'est chaud, c'est agréable. Donc, elle est contente de ce contact-là, mais elle ne souffrira pas si je ne la prends pas pendant une journée. OK. C'est passionnant. Moi, je viens pas du tout de cet univers-là. On n'a jamais eu d'animaux domestiques à la maison. Je viens de la campagne, mais un contact comme ça... oui, très différent, tout à fait. Avec des animaux en plus exotiques, c'est vraiment particulier. On avait visité un zoo de reptiles quand j'étais jeune. C'est à peu près un des seuls souvenirs que j'ai. À Saint-Machin, là, ouais, c'était profond dans les terres. Puis bon, je sais pas si ça existe encore. James, qu'est-ce que tu fais sur le plateau aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'attire, t'intéresse dans les animaux domestiques? Bien, moi, ça a toujours fait quand même partie de ma vie. Dans mon environnement familial, il y a toujours eu des chats, des oiseaux. Plus tard, au secondaire, il y avait un prof d'écologie qui nous a invités à ramasser des hamsters, des bébites comme ça à la maison. Donc, j'ai eu à m'occuper de mon premier hamster. Je l'avais à la maison. Puis, plus tard, j'ai eu des oiseaux. J'ai même eu un cheval là, dans les dernières années. Avant de rentrer au Verbe, j'ai toujours un attrait pour les chevaux, mais à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur les calèches dans le Vieux-Québec. Là, ça a été vraiment... C'était coché. Cocher guide dans le Vieux-Québec. Puis, même après, j'ai acheté un des chevaux avec lesquels je travaillais, qui partit à la retraite. J'ai commencé à développer, c'est ça. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai eu un chien pendant 10 ans aussi avant de me marier. Là, j'ai des enfants. Fait que pour moi, pour l'instant, il n'était pas question que j'ai des animaux parce que j'ai même eu 2 tourterelles rieuses à un moment donné, comme celle-là. Puis, mais là, depuis les enfants, j'ai mis une pause là-dessus parce que c'est ça, les animaux, ça prend du temps, ça prend l'énergie, de l'argent, ce que j'avais surtout pas... un cheval, là, on va se le dire. Oui, surtout un cheval. Non, mais même un chien, ça a l'air de rien, mais tu sais, quand tu as plusieurs jeunes enfants en bas âge, là, un chien, un jeune chiot, pour élever ça, pour partir ça, comme on dit, c'est quand même...
c'est presque avoir un bébé, là. Hein? Si tu veux le partir, puis qu'il prenne des bonnes habitudes, puis tout ça, qu'il apprenne à le conditionner comme il faut. Là, les premiers temps que tu l'as, le chiot dans la maison, là, il se réveille la nuit, puis même un chien, ça a l'air de rien, mais ça peut se lever en pleine nuit puis vomir comme des enfants. Fait que, tu sais, c'est plein de désagréments que, pour l'instant, je me suis dit non. C'est sûr que... Un jour, peut-être? Ouais, je sais pas, honnêtement. Les chiens, c'est tellement... ça demande tellement de besoins affectifs aussi. De présence que, bon, que j'aurais pas la liberté de partir. Puis, là, après ça, il faut que tu le fasses garder. C'est de l'ouvrage quand même. Je pense qu'avec mes enfants, pour l'instant, je n'ai assez. C'est sûr que là, mes enfants... c'est intéressant parce qu'elle, ma femme, elle n'a pas été élevée du tout aussi avec des animaux, donc elle a une crainte, vraiment. On a eu des poules aussi pendant la pandémie, tu sais, comme tout le monde, comme toi, d'ailleurs. Les fameuses poules. Ouais, que j'ai été chercher à Saint-Clinclin aussi. Mais c'est ça, puis ma femme, je pense, j'ai fait le lien dans ma tête entre ma femme et les poules, parce que même avec les poules... Non, mais c'est parce que ma femme, elle a eu peur des poules à un moment donné, les poules qui sont parties à la course, puis elle a failli rentrer dans... Je sais pas si elle serait contente que je dise ça. Elle a failli rentrer dans la porte patio tellement qu'elle avait peur des poules. Mais c'est juste une anecdote pour raconter à quel point, c'est ça, mais elle avait peur, mais là, fait que là, on est... Mais en même temps, j'ai des enfants qui sont beaucoup émerveillés, qui sont beaucoup attirés par les animaux. J'ai quand même 4 filles et un garçon. Le garçon, il est vraiment très à l'aise. Les filles, ils ont très peur, comme leur mère, des chiens, tout ça. Peut-être que ça se transmet aussi, cette peur-là. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir ça. Puis je vois que, comme moi, les enfants sont très intéressés par les animaux, tout ça. Fait que j'ai toujours un émerveillement, un attrait de regarder les oiseaux, tout ça. Même, depuis que je suis chrétien aussi, les animaux me parlent beaucoup de Dieu, en fait, là, que j'ai resté 10 ans à Neuville, puis ça m'a toujours émerveillé. Je restais proche d'un marais, puis le matin, à l'aube, là, j'entendais les oiseaux au lever du soleil qui chantaient. Ça m'a toujours rappelé les psaumes, hein, qui disent « Comme un veilleur attend l'aurore mon âme te cherche, languit vers toi au lever du soleil, etc. » Donc, il y a plein de parallèles comme ça qui m'ont parlé de Dieu à travers les animaux. James parle de son... Du fait qu'avoir des enfants, tout ça, c'est plus ou moins compatible. En tout cas, dans ton cas, James, manque de temps, d'énergie peut-être pour s'occuper d'un animal domestique. T'es nouvellement maman, Marianne, comment ça se concilie? C'est vrai que peut-être les animaux que t'as nécessitent moins de soins, ça doit faciliter la chose, mais cette conciliation-là, animaux-famille, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien parce que je viens pas d'acquérir 30 lézards. J'avais déjà mes lézards, mes tourterelles, mes serpents. Donc, j'ai un conjoint qui m'aide beaucoup, là, c'est sûr. On le fait ensemble. C'est un travail d'équipe. Exactement. C'est un travail d'équipe, mais c'est tout à fait quelque chose à considérer quand on a des enfants, de comment bien répartir le temps. Moi, ce que j'ai hâte, c'est que Raphaël, mon fils, puisse m'aider à m'occuper des animaux. Il aime déjà le contact, surtout avec les oiseaux puis les chats qu'on a chez nous. Les reptiles, pour l'instant, je pense, bougent trop lentement pour son intérêt. Mais j'ai hâte qu'il puisse m'assister vraiment à m'occuper des reptiles, des oiseaux, des chats, donc m'occuper des animaux à la maison. Donc oui, ça se fait bien. Je l'ai avec moi, il me voit m'occuper, changer la nourriture, nettoyer. Il est tout fasciné, tout intéressé par les lumières, les plantes, parce qu'il vit dans des terrariums avec des vraies plantes, mais les reptiles... Donc, il est vraiment fasciné. J'ai hâte qu'il puisse mettre la main à la pâte. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de contre-indication. Ça se passe bien. Ah, super. Ariane? Toi, t'es la Grinch de cet épisode-là. Ton rapport aux animaux, c'est quoi? Je sens que je me ferai pas d'amis. Non, peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont se reconnaître dans toi. Tu as quand même pris le serpent dans les dernières. J'ai pris le serpent. Comment ça s'est passé? Tu as bien vécu ça? Oui. C'est pas que j'aime pas les animaux. Mais... Non, j'ai même déjà eu des animaux. J'ai eu, moi aussi, des hamsters quand j'étais enfant, puis j'aimais beaucoup ça. J'ai même déjà eu 2 chats, ce qui m'a permis de découvrir que je suis allergique aux chats. Donc, maintenant, mon intérêt à avoir des chats est considérablement diminué. Mais... c'est parti. Bye, Flapjack. Moi, je suis assez... Là où je suis critique, c'est quand les gens brouillent un peu la distinction entre les animaux et les humains, puis traitent leurs animaux un peu comme des humains. S'attachent à leur animal d'une manière qui me semble disproportionnée. Je suis pas dans leur vie, je suis pas dans leur quotidien. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour juger? Mais en même temps, je veux dire, je suis capable de reconnaître
tous les bienfaits qu'offre un animal de compagnie. Je suis d'accord que c'est agréable, que c'est le fun d'avoir du vivant autour de soi. Je pense qu'une maison où il y a des plantes, où il y a un animal de compagnie, ça peut nous... on aime prendre soin du vivant. Quand on a été créé, Dieu nous a donné aux êtres humains le devoir de prendre soin du vivant. Mais c'est ça, quand les gens ont pas ou moins d'enfants puis ont des chiens à la place ou traitent vraiment leur chien comme un bébé, là, vous en avez parlé un peu, pourtant je pense bien que vous voyez bien les distinctions entre les deux, mais c'est à ce moment-là que je suis comme un petit peu... je suis titillée là, de manière négative. Parce que je pense, en t'écoutant, Ariane, je pense systématiquement au pape François, qui est peut-être le pape dans l'histoire qui a le plus parlé des animaux, autant négativement que positivement. Toute l'encyclique Laudato Si revient sur ce rôle-là qu'on a, les êtres humains, d'intendants de la création, de prendre soin du vivant, comme tu le dis, d'avoir un soin, entre autres, envers les animaux. C'est nommé. Et d'un autre côté, à quelques reprises, je le cite ici, aujourd'hui, on constate une forme d'égoïsme. On voit que certains ne veulent pas avoir d'enfants. Parfois, ils en ont un et c'est tout. Mais ils ont des chiens et des chats qui prennent la place des enfants. C'est une question de mesure, finalement. Chaque chose à sa place. Hein. Cela peut faire rire, en effet, mais c'est une réalité. Il continue en disant, ça revient à renier la paternité, la maternité, ça nous diminue, ça nous enlève notre humanité. Il continue en disant « La civilisation vieillit. Sans humanité, on perd la richesse de la paternité, de la maternité. Et c'est toute la société, toute la patrie qui en souffre. » Alors, on voit qu'il est à la fois très critique, mais très positif à d'autres égards. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'un équilibre à avoir ou d'une juste mesure de la place de chacun dans le monde dans lequel on vit. Oui, non, bien c'est ça. C'est tout à fait on vit dans une société occidentale qui a quitté un peu ses repères judéo-chrétiens. Donc, on ne sait plus ce qu'est un être humain, ce qu'est un animal, comment, anthropologiquement, les différences entre les deux. Donc, d'où la confusion qu'il peut y avoir entre, justement, considérer un enfant puis la dignité d'un enfant par rapport à la dignité d'un animal, en fait. Ben ouais. Si je peux renchérir sur ce que tu dis, l'animal en souffre au bout du compte parce que ce n'est pas un humain. J'ai vu tellement de cas en clinique de petits chiens qui se faisaient donner de la nourriture comme des humains, qui se faisaient traiter comme un humain, toujours dans la sacoche. Il ne faut pas qu'ils soient usés, il ne faut pas qu'ils marchent par terre. Poussette. Oui, et ça fait des animaux tellement anxieux qui ne sont pas bien du tout dans leur peau. Là. Un chien a sa dignité de chien, mais est un chien. Ne sera jamais un humain, ne sera jamais un enfant. Et s'il n'est pas traité comme tel, comme un chien, avec tout le respect et l'amour qu'on peut lui donner, il ne sera pas heureux. Lui aussi va en souffrir, donc tout le monde va en souffrir. Perspective très intéressante, ça, quand même, parce qu'on pense que n'y a pas de limite aux soins qu'on peut apporter, mais en fait, il faut apporter les bons soins aux bons animaux et pas éviter cette confusion-là. James? Non, ça me fait penser, ce que tu dis, Marianne, c'est que justement, quand je travaillais sur les calèches, quand j'étais cocher, évidemment, on avait beaucoup de haine et de commentaires qui venaient de passants, tout ça, puis même des fois sur les réseaux sociaux, parce que s'il arrivait moindrement un accident malheureux qu'un cheval trébuchait à un moment donné, c'est fini, c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation animale, il faut libérer les chevaux des calèches, etc. Mais écoutez, c'est parce que, je veux dire, c'est des animaux qui sont entraînés comme ça, qui sont hybridés depuis des années pour faire ce travail-là. Ils sont vraiment pas exploités, là, je veux dire, puis ils ont des soins vétérinaires, etc. Il y avait des règlements dans la ville de Québec, tu sais, donc des fois, c'est ça, c'est comme de projeter un peu un regard humain sans comprendre vraiment puis, la réalité de ces animaux-là, alors que, bien souvent, les gens qui disaient ça, ils connaissaient même pas les chevaux, ils n'en avaient jamais touché un. J'ai été un peu déconcentré parce que le serpent vient de faire ses besoins sur James. Alors ça fait... Oh shit! Ah ben oui! c'est ça la télé, hein? C'est formidable. Moi, je l'avais pas vu. Non, moi j'ai tout vu ça. T'es chanceux parce que c'est une fois par semaine. Hein? Hey! T'es privilégié. Hey, mais j'ai failli te demander la question tantôt en commençant. Ça défectue, ça, ou pas? Oui, donc tu as la réponse. Oui, ça peut déféquer. Très rarement parce que ça mange une fois à 2 semaines à cette grandeur-là. Donc vraiment, t'as une chance ou une malchance, dépendant comment tu le vois. Wow. Donc si tu veux, on peut faire l'échange. Je vais te prendre à coup, puis je te donne les essuie-tout.
comme Alors, ça. on Donc vit oui, ça un défecte. grand moment, là. C'est Un grand moment de télé. un grand moment à de fait. télé. Je pense que ça va se retrouver dans les bloopers. Les annales. ou les annales dont n'est pas du monde. C'est formidable. Donc, un serpent, ça défecte. C'est bon à savoir. Ça... Tout à fait. Pauvre James. Tu peux en prendre d'autres, mais oui. Ah, Je pense j'ai- qu'on avait tout prévu. Donc, tu dis... Marianne est habituée dans les écoles et tout, ça doit arriver aussi. Ça arrive fréquemment, oui. Mais encore une fois, pour les serpents, c'est très, très rare. Hein. C'est une fois par semaine. Donc Quelle vraiment, t'es chance, hein? chanceux. D'après moi, je l'ai mis à l'aise pas mal. Exactement. Elle disait, ouais, je peux relaxer, là. Hey, on en profite pour faire une petite pause. Ça va peut-être aider James à faire le ménage de son linge. Et on revient tout de suite après. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde, ici Antoine Malenfant, j'ai avec moi Ariane, Marianne et James. James qui vient de se nettoyer un peu parce que Aku, qui s'appelle le serpent des blés, s'est senti Déféqué, à l'aise. ouais. Hein, ouais, s'est senti... Ça arrive une fois par semaine en plus. Fait que- Quelle chance, Ouais, c'est franchement, là, bravo. Alors, avant la pause, on parlait un peu de la place des animaux dans chacune de nos vies personnelles, mais dans la société québécoise, c'est quand même important. Il y a 53 des foyers qui ont un animal domestique. C'est plus que la moitié, donc ça concerne beaucoup de monde. Tu as dit 53? 53 Hein, c'est énorme, c'est des millions. Mais là, ça va, ça, du hamster au Oui, chien. bien sûr, bien sûr. Les Évidemment, cochons, ça commence à être à la mode aussi. Pour vrai? semble-t-il. pas un gros cochon On à a bacon, une collègue qui nous a dit que son voisin avait un cochon. Là. un petit cochon. Oui, c'est des cochons domestiques. Ah? C'est parce que les cochons d'élevage, c'est des bêtes monstrueuses. Oui. Les cochons domestiques sont gros comme ça. Ah, quand même? C'est Ouais, gros, c'est gros comme un chien. Un chien. ouais. Ouais. OK, ça Mais peut c'est pas aussi peser, gros qu'un cochon d'élevage. Quelques kilos, quand même. Là. Je te confirme que c'est très lourd. Et que ça Paraît-il, crie ça a autant d'intelligence. Là, pour très pour intelligent, dire d'un tout à fait. chien. très, très OK. intelligent. Ça reconnaît les gens, ça peut apprendre les tours. Ça a un odorat incroyable aussi. D'où l'attirance que plusieurs ont envers les cochons. Les gens aiment beaucoup voir les bourrelets aussi des cochons. On va dire intelligence entre guillemets parce qu'on a sûrement une collègue ou un collègue philosophe qui va nous chialer d'attribuer de l'intelligence aux animaux. Mais on comprend. En tout cas, Ben moi, tu dis déjà intelligent comme un chien. Dans ma tête, ça me dit C'est pas très intelligent. Non, mais dans le fond, il y a des capacités cognitives. Même on dit qu'un chien a à peu près les capacités cognitives d'un enfant de 2 ans. Corrige-moi si Oui. je me trompe. Environ. Mais mettons que tu enlèves l'aspect personnel ou en tout cas, je rentrons pas dans le détail, là, mais Ça dépend quoi. Tu sais, le cochon peut se servir d'outils, quelque chose que les chiens ne sont pas réputés pour être capables de faire. Donc, l'intelligence, oui, on pourrait discuter vraiment longtemps de qu'est-ce que l'intelligence, comment est-ce que l'intelligence se manifeste chez les animaux versus chez nous. On pourrait en parler longuement, oui. Mais disons, dans les animaux domestiques, le cochon est réputé pour être parmi les plus intelligents. c'est moins niaiseux qu'un gecko, mettons. Oui, il se passe plus de choses, disons. Ouais, il se passe plus de choses entre ces deux oreilles. moins de cerveau reptilien. Ouais, c'est ça. Tu sais, je repense à l'intelligence de mon petit frère, Louis-Philippe, qui avait à peu près 2 ans, justement, puis qui s'était mis une tortue dans la bouche. Mon frère plus vieux avait une tortue, puis là, on était rentrés dans la chambre, puis on voyait mon petit Ah, mais frère. gars, tu dis vous aviez rien eu, mais vous avez une. Tu sais, on a une tortue. Moi aussi, j'ai oublié de le dire, j'ai eu des petites tortues à un moment donné. Ça doit goûter pas très bon. Là. Je comprends pas pourquoi. C'est La un peu bonne niaiseux. salmonelle. Ouais, Yum, c'est yum. ça. Ma mère, il avait lavé la bouche avec du savon. là. C'était épouvantable. Du Javex. Ouais, je me souviens. D'autres données intéressantes sur les animaux, Ariane, au Québec ou les animaux domestiques? Oui, tu as raison de souligner que plus de la moitié des ménages au Québec ont un animal de compagnie. Dans l'immense majorité, c'est des chats et des chiens qui sont les plus dans nos maisons. Aux États-Unis, la proportion d'animaux domestiques dans les maisons va même jusqu'aux 2/3, donc au-dessus de 60 %. Donc, nos voisins du Sud sont encore plus passionnés des animaux que nous. Ah ouais. Mais si on regarde, par contre, je pense, dans les pays émergents ou moins industrialisés, là, je ne sais plus comment, c'est quoi la bonne manière de les nommer, mais par exemple, en Chine, qui a 3-4 fois plus de population qu'aux États-Unis, on a à peine un peu plus d'animaux de compagnie. Donc, moi, ça m'a amené des réflexions sur est-ce qu'avoir un animal domestique, c'est un phénomène proprement occidental ou du moins, est-ce que notre rapport à nos animaux de compagnie va être
considérablement différent si on est, par exemple, dans un environnement urbain, qu'on a un chat dégriffé ou un chien qu'on habille, on lui met des petits souliers versus si on est plus dans un environnement rural ou dans un pays moins développé, que le contact avec les animaux va être tout aussi présent. Question de va densité démographique aussi. Je veux dire, si on a de l'espace pour un chien, je veux dire, ça prend de la place, là. Surtout un gros chien qui a besoin de se promener dans une cour. C'est pas tout le monde qui a une cour, là. Non, c'est ça. Puis ça coûte cher aussi. En termes, on a parlé brièvement des coûts, mais un animal domestique, chat et chien, ça va dans les milliers de dollars par année. Donc, un chat, quelque chose entre 1 et 2 000 $ par année. Les chiens, ça peut aller jusqu'à 4 000 5 000 en moyenne. Il faut savoir que l'animal de compagnie a généré tout le développement d'un marché de luxe. Donc, il existe non seulement des cafés où tu peux amener ton chien, mais des cafés destinés aux chiens où tu peux aller leur acheter un doggy chino ou quelque chose comme ça. Il y a des drinks et des snacks spécialement pour les animaux. Il existe évidemment des pensions pour les gens qui partent en vacances, qui doivent laisser leurs animaux sous les soins de quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi un marché d'hôtels de luxe pour chats avec... Écoute, j'ai pas vu de photos, j'arrive pas à m'imaginer de quoi ça peut avoir l'air, mais pour les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'occasions de dépenser de l'argent pour les animaux. On parle de vêtements, on parle de poussettes, on parle de porte-bébés. Il existe même des assurances santé pour les animaux. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. On parle des fois des frais vétérinaires qui peuvent coûter cher quand notre animal... Il y a des assureurs qui embarquent là-dedans. Oui, c'est un marché en développement au Québec. C'est plus présent aux États-Unis. Puis même, je disais des histoires aux États-Unis de personnes qui vont se priver eux-mêmes d'assurance santé pour assurer leurs animaux. Donc, tantôt, on parlait de proportion. Vois-tu, moi, quelque chose comme ça me semble un petit peu disproportionné de vraiment faire passer le bien-être, la santé de son animal avant son propre bien-être en tant qu'être humain. Tu as travaillé en clinique, Marianne. J'aimerais entendre tes réactions sur ce que tu viens d'entendre. Oui, tout à fait. Écoute, je comprends tout à fait cette surprise-là. Tout à fait. Puis même, effectivement, côté assurance, les États-Unis, eux autres, sont vraiment plus habitués d'assurer leurs animaux parce qu'ils n'ont pas d'assurance médicale comme nous, on a la chance au Québec. Ça fait partie des mœurs que de prendre une assurance privée pour eux-mêmes, donc c'est tout naturel de le faire pour les animaux aussi. Exactement. Mais effectivement, des fois, à même se limiter dans leur assurance qu'ils vont faire eux autres. Puis moi, je me dirais, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Je dirais vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Parce que l'animal, le contact avec les animaux peut apporter quelque chose qui dépasse ce que les médicaments peuvent apporter. Juste le contact qui est assurant, apaisant, le fait de ne pas se sentir jugé, le fait vraiment que l'animal ne peut pas faire semblant, il est complètement transparent, complètement lui-même et vraiment un miroir de ce qu'on est. C'est particulièrement le cas pour les mammifères, pour certains oiseaux aussi, c'est le cas. Les reptiles, c'est moins le cas. C'est vraiment plus un animal d'ornement qu'on va regarder, qu'on va avoir sur nous. Mais les animaux qui sont faciles à redonner un miroir sur notre état, sur ce qu'on est, souvent, ça va offrir un apaisement vraiment, justement, qui fait qu'on va moins besoin d'aller en clinique pour prendre des médicaments ou autre. Tout ce qui est des troubles psychologiques aussi, troubles anxieux, dépressifs. Le contact avec les animaux va vraiment apporter un soutien vraiment que seule la médication ne peut pas apporter. Donc, je sais pas qu'est-ce que je ferais à leur place, mais je comprends définitivement pourquoi quelqu'un peut dire « mon animal vaut vraiment, vraiment cher à mes yeux, plus qu'une portion monnayable. Donc, je veux vraiment que cet animal reste en vie et en santé le plus longtemps possible. » Ça, surtout des gens, mettons, qui sont seuls, d'avoir un animal de compagnie, ça apporte une certaine présence. Puis ça peut se comprendre pour des gens qui vivent de la solitude de dire, ben je vais m'acheter un animal, puis je vais l'avoir chez moi, puis je vais en prendre soin parce que de fait, ça... Puis c'est sûr que c'est... D'ailleurs, il y a une corrélation. Hein? Les sociétés autonomées, c'est les sociétés où on vit de plus en plus seul. En Occident, en tout cas, c'est le cas. On avait fait un épisode d'On n'est pas du monde là-dessus. Et ça se comprend, hein, comme vous dites très bien, qu'on veuille combler ce vide-là, ou en tout cas, du moins, avoir une présence qui peut être rassurante, qui peut baisser l'anxiété. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal, alors qu'on est autant sur la planète de devoir, comme société, de combler un vide avec des animaux. Ça pose question, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait de nos liens intergénérationnels, de nos familles, etc. On l'a vu notamment pendant la pandémie.
le nombre de gens qui ont acheté un animal de compagnie pour être moins seuls. Mais en même temps, on s'entend que c'était une période assez particulière où, justement, on ne pouvait pas voir d'autres êtres humains. On était pognés seuls chez nous. Et même que les propriétaires de chiens, par exemple, avaient des autorisations supplémentaires pour sortir, pour promener leurs chiens. Donc, ça devenait vraiment appréciable là, d'avoir un animal dans ce contexte-là. Puis, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose de... Tu sais, quand tu passes autant de temps avec une créature vivante dans ta vie, là, tu sais, moi, ça m'a surpris parce que, justement, j'ai eu un chien pendant 10 ans. Puis, tu sais, j'étais pas... tu sais, pour moi, un chien, c'est un chien, puis, tu sais, ça a sa place. Mais quand même, tu sais, d'avoir cette relation-là, c'est en tout cas relation comme tu peux l'avoir avec un animal, là, tu sais, au courant de tes journées, puis de t'en occuper. Mais après 10 ans, quand il est mort, tu sais, sur le coup, j'ai pleuré. Je pensais pas pleurer, mais j'ai pleuré. Puis même, je me rappelle quand j'étais petit, puis mes tortues sont mortes, j'ai pleuré. Peut-être, tu vas me dire, je suis trop sensible. Non, ils ont leur personnalité, puis tu t'attaches à vraiment qu'est-ce ouais. qu'ils sont comme individus. Exact. Ils sont des individus uniques. Tu sais, j'ai 30 geckos à crête chez moi, il n'y en a pas 2 qui ont la même personnalité. Exactement. Comme ma cocotte, c'est celle que j'ai plus de liens. Ça, c'est une chose que, quand on n'a jamais côtoyé des animaux, on ne comprend pas, mais de dire que les animaux ont vraiment leur tempérament puis leur personnalité, là, c'est particulier. OK, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est Lamartine qui disait « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. » Dans le sens où c'est un peu... C'est un peu tannant, un être humain. C'est-à-dire que, oui, un animal peut nous renvoyer un certain reflet. On peut avoir une forme de relation avec notre animal, spécialement, comme tu le disais, Marianne, pour les mammifères. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu confortable là-dedans? C'est-à-dire que c'est moins confrontant aussi, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que des fois, pour certaines personnes, ça peut être sain d'avoir un animal, justement, parce que ça permet une relation qui n'est pas trop confrontante dans des moments précis où, justement, il y a plus d'anxiété, mais il peut avoir un effet pervers à ça, c'est-à-dire que j'émets l'hypothèse que ça peut aussi devenir une sécurité ou quelque chose qui justement, nous maintient dans une zone de confort où les êtres humains, oui, sont confrontants, mais oui, nous dérangent, mais pour le mieux aussi, bien souvent. C'est vrai ce que tu dis, surtout par rapport aux chiens. Les gens, ils disent, des gens qui sont souvent blessés là, dans leur relation, ils vont dire... Mon chien, lui, me comprend. Oui, mon chien, lui, me comprend. Mes animaux, eux autres, sont toujours fidèles, ils me jugent pas, etc. Mais c'est sûr, ils peuvent pas le faire. Je veux dire, c'est le propre, par exemple, du chien que d'être attaché à son maître, puis jamais il va te trahir, mais il n'y a pas la liberté morale pour le faire non plus. Puis c'est certain que dans ce cas-là, il y a quelque chose de vraiment plus réconfortant, là, de moins dérangeant, parce que, oui, une altérité dans le vivant qu'est l'animal, mais en même temps, c'est pas du tout l'altérité d'un être humain par rapport à un autre être humain. Tout à fait. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que l'être humain, tout à fait, a le choix. L'animal ne peut pas choisir de faire le mal. S'il fait quelque chose qu'on considère mal, il est excusé en disant il ne sait pas mieux. C'est un animal, c'est son instinct. Par exemple, mes chats sont des chasseurs. S'ils verraient à ce que je laisse la cage des oiseaux ouverte, ils vont aller manger un oiseau. Mais je ne peux pas être fâchée contre eux. Ils ne peuvent pas faire mieux. Lui imputer la responsabilité. Exactement. Si mon oiseau est en liberté et c'est un humain qui lui fait du mal, je vais être fâchée parce que l'humain peut choisir de lui faire du mal. Donc, moi, j'interprète beaucoup cette citation-là comme étant tout à fait... Les animaux sont prévisibles et sont vrais. Ils ne peuvent pas trahir, ne peuvent pas mentir, ne peuvent pas consciemment décider de faire du mal, à part certaines espèces, mais ceux-là, on ne les garde pas en captivité. Il y en a des animaux qui peuvent exprimer de la cruauté. C'est extrêmement rare, par exemple, contrairement aux humains. Puis donc, cette vérité-là, cette transparence-là des animaux, je comprends vraiment d'où est-ce que ça attire, mais en contrepartie, tout à fait, ça peut devenir obsessif. Et je l'ai vu à plusieurs reprises, là, en clinique, entre autres, là, où est-ce que les animaux, comme je dis, ont leur dignité. Ils ont la dignité d'avoir de la nourriture, d'être protégés, d'avoir ce qu'ils ont besoin, mais ce ne sont pas des humains. Et ça peut devenir vraiment obsessif, que vraiment, non, les humains sont mauvais, les animaux sont bons, ils sont purs. Mais ça ne devrait pas être une barrière pour la communication avec les autres êtres humains. C'est ça. Nous sommes des animaux sociaux, nous autres aussi. Si on parle vraiment d'un point de vue biologique, nous sommes puis sociaux. Aristote le disait aussi, on est des animaux sociaux. Hein? Exact. Et nous nous devons de fraterniser avec les animaux de notre espèce aussi. Les autres animaux de notre espèce sont un contact absolument incroyable, unique, mais ne remplaceront jamais le contact qu'on devrait avoir avec un humain. La manière qu'on forme la pensée, la manière qu'on interagit, la subtilité, lire entre les lignes,
On a tellement une communication complexe, nous, les humains, et c'est vraiment une grande richesse à ne pas perdre. Les animaux devraient être non pas une béquille, non pas un remplacement, mais vraiment plutôt un complément à cette relation-là. Ou, comme on voit présentement, là, tu vois, on est plus proche parce que tu prends mon serpent, je t'ai montré comment prendre mon serpent, je parle de mes animaux exotiques. Un vecteur de relation. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, ben ça, C'est un excellent vecteur. c'est un classique. Hein? Supposons que tu as des animaux, puis là, tu vas dans un parc ou quelque chose, là, tu côtoies d'autres gens qui ah oui, leur chien, puis là, ça devient comme le sujet de discussion, comme avec les enfants, presque. Là. Tout à fait. Des amitiés qui peuvent naître, des Ouais, couples même qui peuvent naître comme ça. peut-être. Non, Tout à c'est fait. vrai. Alors, c'est toutes des nuances vraiment importantes que tu apportes, Marianne. Il nous reste trois petites minutes pour ce segment-ci et j'aimerais qu'on aborde des enjeux. On parle d'éthique sans vraiment le nommer là, depuis tantôt. Il y a un enjeu éthique quant aux animaux domestiques ou domestiqués. En fait, il y en a deux grands, selon moi, celui de l'élevage puis celui des tests en laboratoire. Bon, tu as un élevage toi-même de geckos. Comment tu deals, comme on dit en grec, avec les enjeux éthiques de ça? Tu sais, c'est une marchandise, le fait de monnayer aussi cet élevage-là, c'est une source de revenus pour toi. Comment tu vis ça? Je dirais que c'est vraiment source de deux grandes émotions. De la déception et de la tristesse, et en même temps de la grande joie, puis vraiment de flabbergasté, comme disent les Grecs, exactement. Donc, premièrement, le côté plus positif est vraiment le contact avec les autres éleveurs, vraiment la recherche de la génétique parfaite qui va faire que deux individus vont faire des individus en santé, avec du bon tempérament, qui vont vraiment être le joyau, l'animal de compagnie par excellence dans un foyer où est-ce que les enfants vont pouvoir avoir du plaisir, les adultes vont avoir du plaisir aussi, et tout le monde va trouver son compte. Donc, vraiment, moi, je suis une éleveuse qui est éthique, vraiment, qui recherche qu'est-ce que je veux avoir comme bébé. C'est jamais des hasards, c'est vraiment très prévu. Puis je ne fais pas de surproduction non plus. Donc, mes quantités sont vraiment limitées, sont vraiment consciencieusement choisies. Ouais. Donc, ça, c'est le beau côté de la chose, à le un lien. niveau de production où tu peux assurer justement des soins adéquats. Exactement, Si tu avais c'est 3000 geckos dans ta maison, peut-être que tu perdrais le contrôle. Non, ça serait un éleveur de masse. Ouais. Donc, ça, c'est la portion qui est plus triste. Je peine à voir quelqu'un se plaindre de maltraitance de geckos, là, mais tu sais... Oui, mais c'est malheureux, oui. Souvent, c'est plus, on dirait que les mammifères, tu sais, c'est comme chez les animaux, plus le niveau de sensibilité ou de... ce qui se rapproche de notre humanité, au fond, comme réaction, plus ce niveau-là est proche. Donc, chez les mammifères, bien, plus les gens vont être sensibles à la maltraitance, j'ai l'impression. C'est un très bon fait. Alors que les gens ne s'insurgent pas de tuer une mouche? Je dirais comment est-ce qu'on dit, là, de tuer une mouche, ouais, ou de... la perruche, c'est juste 15 piastres. On va en acheter une autre. Culture abusive de saumon là, qu'on mange abondamment. Oui. T'apportes un super bon point, là. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est la portion que je parlais qui est attristante. Ouais. Là, si je reviens au gecko à crête spécifiquement, c'est une espèce qui se reproduit extrêmement facilement. Ah oui? Très, très, très facilement. Donc, c'est facile de juste mettre un mâle et une femelle ou mettre 3 femelles et un mâle ensemble puis dire, bon, ben, on les laisse faire. Puis... Mais il y a le côté éthique, tout à fait. Est-ce qu'on ne surproduit pas? Premièrement, est-ce qu'on met trop de vie au monde qui vont finir pas nécessairement dans des bonnes maisons? Au vidange, oui. Exactement. Moi, je prends vraiment le temps de choisir mes adoptants. On discute beaucoup, je les conseille, puis je les aide à monter l'environnement parfait. Ouais. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y en a qui font, bon, ben, tu sais, moi, un petit 10 piastres rapide, un petit 50 rapide. Là, je vais choisir des couleurs rares, je vais les reproduire en masse pour me faire un petit passe d'argent rapide. Donc oui, ça arrive trop fréquemment à mon goût. Là, je l'ai vu beaucoup. Ça nous touche particulièrement quand c'est des chats, des chiens, des animaux qu'on voit plus souvent parce que le contact est plus facile. Parce que aussi, juste biologiquement, ça fait des milliers d'années qu'on interagit avec les chiens. Instinctivement, on est capable de connaître l'émotion d'un chien. On est capable de connaître l'intention d'un chien. C'est pas le cas avec le chat, c'est pas le cas avec aucun autre animal, mais le chien spécifiquement, ça fait tellement longtemps qu'on est avec lui qu'il vient nous toucher plus particulièrement dans le cœur. Est-ce qu'il y a plus de dignité qu'un autre animal comme une tourterelle, un gecko, un serpent? C'est débattable. Moi, je trouve que non, mais c'est débattable. Écoute, on peut en parler longtemps. Puis tout à fait, tu parlais des expériences en laboratoire, on parlait de l'élevage de masse. C'est tous des bons points qu'on pourrait apporter. Tu as travaillé en labo? J'ai travaillé en laboratoire, tout à fait, oui. Comment ça se passe? J'ai travaillé... il y a plusieurs niveaux
quand on fait des expériences pour tester des médicaments ou des suppléments, peu importe, il y a une échelle de gradation. Où est-ce que tu as des animaux qu'on dit moins graves de travailler ensemble, qui ont moins de contact avec leurs douleurs, leurs émotions et autres. Donc, on parle des insectes, les poissons. Et plus on monte, plus on va avoir rats, souris, furets, chats, chiens, oiseaux, c'est plus rare. Et les singes, c'est là en haut, juste avant les humains, c'est les singes. Moi, j'ai travaillé jusqu'au plus haut contact. J'ai travaillé avec des primates aussi. Donc, le contact est vraiment particulier. Personnellement, c'est une des raisons qui m'a fait arrêter de travailler en laboratoire parce que les primates, c'est des macaques japonais qu'on travaillait. Puis les primates ont tellement un contact, un regard des mains qui ressemble à un enfant que j'avais énormément de difficultés à dissocier. Ça a des réactions, ils ont des très réactions humaines. très Ben, humaines. on transpose, je transpose. On fait de l'anthropomorphisme. Exactement. Un peu, Mais là, surtout, Tout à fait, les mains, on dirait, c'est fascinant. Mais c'est Tout à aussi, fait. à un certain degré, quasiment plus critique que des tests sur les humains parce qu'eux, ils ne peuvent pas donner leur consentement ou pas. Non, Les tout à êtres fait. humains qui rentrent dans des études vont Tout à le faire, fait. on suppose, de plein gré volontairement. Pour l'animal, on décide toujours pour eux, que ce soit des singes, des chats, des chiens. Tout à fait, ou compagnie. exact. Puis si on Donc, parle une grande vraiment... responsabilité qui vient avec ça. Exactement. Si on parle du niveau éthique, ces animaux-là ne sont pas à la merci des chercheurs. L'équipe vétérinaire, dont moi je faisais partie, c'était vraiment vétérinaire, technicien en santé animale, sont un peu toujours en conflit avec le chercheur, où est-ce que le chercheur veut vraiment ses résultats, mais l'équipe vétérinaire veut vraiment que les animaux soient traités le mieux possible dans la dignité, puis avec le moins de désagréments possible. Ouais. Donc, les animaux sont très encadrés, les protocoles sont très sévères pour Ouais. que l'animal vraiment soit le plus confortable possible. Puis, à la fin des expériences, à la fin qu'on a eu les résultats qu'on avait besoin, on cherche toujours à leur relocaliser les animaux ou à les faire partie d'une nouvelle étude, si possible, si leurs conditions leur permettent. Les seuls animaux qui n'ont pas ce privilège-là, c'est à partir de rats et plus bas que ça. Rats, OK. souris, poissons, insectes. Là, après l'expérience, leur vie va être terminée, là, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que je trouvais très, très difficile aussi, les euthanasies de masse à la fin des expériences. Mais vois-tu, mon opinion Ça a beau n'est être des pas... animaux, c'est quand même un peu troublant. C'est difficile, c'est très difficile enlever la vie comme ça à plusieurs animaux de fil, parce que surtout les animaux comme les rats, quand on parlait d'intelligence, on peut en discuter longtemps, les rats sont des animaux très intelligents et sensibles aussi, plus que les souris. Donc ça c'était difficile de mettre fin à leur vie, j'ai trouvé ça difficile. Mais en même temps... Ouais, j'ai des expériences aussi, mais peut-être dans un autre contexte. Mais il y a une différence entre rats sauvages et rats domestiques, hein, c'est vraiment différent Ouais, pour c'est vrai. vrai. Parce que Les je rats les trouvais très domestiques, intelligents, mais pas de la bonne manière. Intelligents dans le Cruellement mal, ouais, c'est ça. Non, oui, pour vrai, les rats sauvages sont vraiment intelligents, mais c'est vraiment pas le même contact avec l'humain qu'un rat domestique. C'est vraiment deux espèces. C'est même pas la même espèce. Hein, ils n'ont pas la même génétique. Tout ça pour dire ça, je trouvais ça difficile, mais en même temps, on n'a pas tant d'autres alternatives pour tester la médication. La médication, quand j'étais enceinte, j'ai pris de la médication qui a protégé moi et mon bébé. C'est des rats qui ont donné leur vie, c'est des souris, peut-être plus qui ont donné leur vie. Les vaccins, c'est tous des furets. C'est des furets qui ont donné leur vie pour nous autres. Tout le COVID, c'est tous ces animaux-là. On ne sait pas le nombre d'animaux qui ont donné leur vie pour la qualité de vie que nous, on a aujourd'hui. Moi, je suis ambiguë sur le sujet. Je dois dire que je suis ambiguë. Et pour y avoir été très, très près dans le feu de l'action, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça très difficile. C'est pas simple, en tout cas. Non, exactement. On prend une petite pause, puis on revient tout de suite après pour le dernier segment. C'est passionnant. Merci à vous trois. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. On est de retour à On n'est pas du monde. Ouais, les animaux font très bien ça, en effet. T'as bien raison de le dire, Marianne. Sont bien élevés. On a ramené Flapjack tantôt pendant la pause. Oui, c'est vrai. Alors, on parle d'animaux domestiques, là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Ça semble évident. Là. C'est un zoo aujourd'hui, le plateau. C'est un zoo. C'est toujours un peu un zoo, mais, Ouais, là, mais d'une particulièrement. manière pas juste figurée. Alors, je le disais un peu plus tôt dans le premier segment de l'émission, le pape François a beaucoup parlé des animaux, entre autres dans Laudato aussi, soulignant le rôle qu'on a comme intendant de la création, comme gérant, on pourrait dire, là, de la création, de prendre soin des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire, James, être un intendant des animaux? C'est quoi notre responsabilité? On le disait il y a quelques instants, les animaux, ils n'en ont pas de responsabilité. Ils n'ont pas la liberté, donc ils n'ont pas la responsabilité. James, ça veut dire quoi être intendant de la création pour toi? Bonne question. Ben, on l'a un peu soulevé, c'est-à-dire que je pense que les animaux, ils ont... nous, on dit que l'être humain a une dignité intrinsèque de par le fait qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux ont une dignité aussi dans la mesure où ils
ils sont reliés aux êtres humains, ultimement. Puis notre responsabilité, c'est de veiller à préserver cette création-là puis de ne pas en abuser. On a parlé justement d'exploitation, de science, tout ça. C'est sûr qu'on peut, je dirais, utiliser les animaux dans une certaine mesure pour se nourrir, pour s'habiller même, etc., pour peut-être l'expérimentation, mais il y a toujours une certaine limite où quand on commence à utiliser de manière massive ou, je dirais, sans veiller à un bien-être minimal des animaux, je pense que c'est là où ça pose question. Puis je dirais que c'est presque pas tant pour oui, il y a la dignité de l'animal, mais c'est de notre dignité à nous aussi. Comment est-ce qu'on agit bien souvent avec les animaux? Ça peut montrer comment est-ce qu'on agirait avec d'autres êtres humains au final. Puis je pense que c'est ça aussi qui peut être intéressant dans l'éducation, entre autres avec les enfants, d'apprendre à prendre soin d'une créature, même ne serait-ce que d'une plante, ça dit déjà un peu de comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres êtres humains. C'est ça, parce que prenons un maître qui maltraite son animal, son chien, par exemple, c'est sa propre dignité qui s'en trouve écorchée ou altérée, ou en tout cas, bon, je m'en vais sur une autre track complètement. Là. Dieu on l'a dit un peu aussi tantôt, mais allons-y. Dieu nous parle à travers les animaux. James, tu as commencé en parlant de ça un peu plus tôt. Les oiseaux, tout ça, c'est très beau, mais même dans la Bible, il y a plein d'animaux. Bon, évidemment, au début, dans la création, ça commence avec des animaux. Avant même qu'on soit là, nous, il y a plein d'animaux qui apparaissent. Ils nous précèdent. À la fin de la Bible aussi, toute la création gémit et attend la révélation des fils de Dieu. C'est comme si toute la nature, toute la création, incluant les animaux, est dans l'attente de cette révélation-là finale. Il y a aussi des animaux qui ont des rôles particuliers. Là, on s'en sert comme figure de style. On parle des chiens qui retournent à leur vomi. Il y a plein d'allusions dans tous les sens dans la Bible. Tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais c'est ça, c'est intéressant. Dès le livre de Job, la parole nous dit « Interroge les bêtes ». Dieu dit à Job « Interroge les bêtes, elles t'instruiront ». Jésus qui nous rappelle de contempler le lys des champs, les oiseaux du ciel. Donc, toute la création nous parle de comment Dieu nous aime, nous parle de comment aussi on est appelé à être réunis, parce que tu l'as soulevé, la création, il y a une cassure avec notre coupure avec Dieu. La coupure de l'humanité avec Dieu occasionne une coupure aussi avec toute la création. Puis on a comme besoin, à différents niveaux, il y a une forme de réconciliation qu'on doit vivre avec le créé. Puis le créé, ça va des éléments naturels. Là, se réconcilier avec la neige, c'est niaiseux, mais se réconcilier avec les vivants qui représentent une forme de menace pour nous aussi. Mais tout ça fait partie de notre histoire du salut, finalement. Puis, on n'a qu'à penser à Jésus. C'est quand même fou, mais pour les catholiques, quand on est à la messe, il y a un moment dans la messe où le prêtre nous dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il nous montre le pain. Mais Jésus qui est venu accomplir les sacrifices de l'Ancien Testament, il a remplacé les animaux. Puis les animaux, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, nous remplaçaient nous. Remplacer les sacrifices humains qui avaient cours dans les religions païennes. Donc, on voit que Dieu se sert vraiment des animaux pour nous parler puis pour nous sauver, ultimement, d'une manière. Et que le Christ s'identifie à un agneau, il ne s'identifie pas à une roche, à une plante. Ce choix-là n'est pas banal, n'est pas anodin. Vraiment pas. Oui, c'est intéressant, ça. Ariane, ça te fait réagir? Oui, bien, instinctivement, je pense aussi au Saint-Esprit qui est représenté comme une colombe. C'est presque comme une tourterelle, c'est dans la même famille. Oui, des colombidés, tout à fait. Presque celle comme on a ici. Donc, je pense qu'il y a effectivement une grande richesse dans le contact avec les animaux pour continuer de comprendre ces textes-là. T'sais, on parlait dans les sociétés occidentales, si tu habites dans une grande ville en Europe ou en Amérique du Nord, on n'a pas au quotidien le contact avec ces animaux-là. Jésus, bon pasteur, ça ne nous dit pas grand-chose. Oui, c'est ça. Si on vit à Montréal ou à Toronto. T'sais. Exactement. Mais si on vit dans un pâturage, je ne sais pas trop où, dans des steppes en Mongolie, là, ça va peut-être résonner autrement. Marianne, comme tu as la foi,
te définis comme chrétienne, je pense. Hein? Tout à fait. Comment tu vis cette foi-là en lien avec... tout en étant entouré d'animaux? En quoi ça t'éclaire? Ça nourrit ta foi? Ça la nourrit énormément. Ah ouais? Et le contact avec la nature, spécifiquement, les plantes aussi sont vivantes, mais spécifiquement le vivant qui bouge, entre autres, comme les animaux, ça m'émeut. Ça me fait rentrer en contemplation vraiment facilement. Puis de voir surtout la diversité. Tu sais, ici, on a 2 reptiles. Ils se ressemblent en aucun point. Pratiquement pas. Ils ont une queue, les 2. C'est à peu près ça, la seule ressemblance que je vois à des oreilles, à pas d'oreilles. Les 2 n'ont pas de paupières, mais à part de ça, la diversité dans laquelle Dieu vient se manifester. Tu sais, je me dis, moi je suis un petit peu artiste aussi. J'aime peindre, j'aime crocheter. Et dans chaque œuvre, on voit un peu une partie de l'âme de la personne qui peint. Et dans chaque œuvre que Dieu a créée, c'est toutes des parties, des petites parties de Dieu, qui sont pas tout à fait à son image. Ça, c'est nous, la grande merveille, le grand chef-d'œuvre. Mais c'est toutes des petites parties de lui que je vois à travers ces animaux, à travers cette perfection, à travers leur interaction qui est toujours en mouvance, toujours en évolution, toujours de plus en plus parfaite et différente. Comme nous, d'ailleurs, nous autres êtres humains, on change aussi. Donc, de voir vraiment l'évolution de la création, l'évolution de chaque... Ensuite, si on voit à plus petite échelle, l'évolution de chaque individu qui part de petit, grandit, leur interaction avec l'environnement, leur interaction entre eux pour les animaux qui sont sociaux. Moi, ça me renvoie vraiment à, probablement, ma création moi-même. Me dire à quel point, waouh, toute l'attention que Dieu a mis dans ces petites bêtes-là, à quel point, moi, il y en a plus mis. Et au point de me donner, de m'offrir ce choix, le choix de pouvoir choisir le bien et le mal, le choix de décider ma vie. De choisir justement de l'aimer ou non, Dieu. Ces bêtes-là sont dans son amour parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de choisir le mal, ils ne peuvent pas choisir autre chose. Mais moi, ça me rapproche vraiment d'une partie de sa création, une partie de sa perfection. De voir, il y a tellement de petites écailles, tellement de couleurs. Ça me fait rentrer en adoration assez facilement. Il y a un excellent film sur les dinosaures, un documentaire qui vient de sortir sur Netflix. Là, c'est vraiment écouté avec les enfants. Ça s'appelle Les dinosaures. Là, puis c'est narré par... en tout cas, peu importe. Mais j'ai écouté ça, puis tu sais, tu dis, pendant une longue période de temps, des millions d'années sur la Terre, Dieu a créé des dinosaures. Puis aujourd'hui, ils n'existent plus, ils ont disparu, mais tu te dis, mais pourquoi, tu sais? Quelle gratuité. Ouais, quelle drôle d'affaire. Tu sais. Tu te dis, imagine si on avait vécu à côté des monstres comme ça, c'est fascinant de penser à ça. Tu sais, des millions d'années, des immenses créatures qui n'existent plus aujourd'hui. Puis on vit en ce moment avec des créatures plus grandes que les dinosaures. On pense à la baleine bleue, les éléphants, les girafes en termes de proportions. C'est vrai. Puis au contraire, en termes de microscopie, les insectes, puis si on va plus petit que ça, on est entouré d'une richesse incroyable. Il y avait Saint-François. Tu sais, on pense beaucoup à Saint-François d'Assise, évidemment, qui parle des animaux, tout ça. Mais Saint-François de Sales qui lisait des textes antiques sur les animaux, les historiens naturalistes, puis qui remplit sa théologie morale d'allusions avec comme on fait les pères d'Église, aussi d'analogies pour comprendre comment l'être humain fonctionne, sa relation avec Dieu, puis tout ça en contemplant le créé, là, finalement. Puis si je peux rajouter quelque chose, nous sommes une partie qui vient de la Terre. On a été créés de la poussière de la Terre comme ces animaux-là. Donc, on a une partie qui leur ressemble. Et ça peut nous aider à nous rappeler notre humanité tangible, notre corps. Et j'ai 2 anecdotes vraiment particulières avec ça. J'en ai une, entre autres, c'était, tu sais, suivant la naissance, ça peut être difficile. Il y a plusieurs hormones qui remontent, plusieurs émotions. Puis, il y a un phénomène quand même assez fréquent qui s'appelle la dépression postpartum. Ouais. Et je connais quelqu'un dans ma famille qui a eu cette dépression postpartum et trouvait ça vraiment très difficile. C'était son premier enfant, c'est une petite fille. Puis, elle vivait sur une ferme, puis elle voyait les chats qui accouchaient. Puis, ça lui a donné de la force. Elle a dit, si le chat est capable d'accoucher, puis de s'occuper de ses 6 petits bébés, moi, je suis capable de m'occuper de ma fille. Et ça lui a donné une force qui l'a aidé à surmonter cette dépression postpartum. J'ai en moi cette part-là animale qui est capable, qui est naturellement capable. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. 30 secondes pour l'autre anecdote? Vas-y. Oui. Non? Je l'ai oublié! Je vais te dire rapidement, tantôt j'en ai parlé, moi j'ai travaillé avec les chevaux, mais ça a été de travailler avec les chevaux, à un moment donné, ça m'a vraiment... J'ai eu une grande grâce de guérison par rapport à ça, où Dieu est venu m'incarner dans ce travail-là. Puis ça a changé ma vie. Dans tes idées, exactement. dans tes angoisses. D'être très terre-à-terre avec un animal.
Puis 20 secondes. J'ai retrouvé mon anecdote, ça va dans ton même sens. C'était en clinique, une personne en situation d'itinérance qui vivait avec des rats domestiques sur ses épaules. Puis elle était tellement attachée à ses rats qu'elle se maintenait en santé. Elle essayait de quitter sa consommation de drogue pour que ses rats aient une place pour dormir la nuit. Ouais. Ça la motivait elle-même à prendre soin d'elle pour que ses animaux soient bien. Wow. Hey, on a parlé de plein d'affaires, mais c'était vraiment une très grande richesse de voir, oui, cette diversité-là, mais aussi la diversité des propos, des idées qui ont été partagées aujourd'hui. Merci Marianne, James et Ariane. C'était un vrai plaisir de discuter des animaux domestiques avec vous. Je remercie aussi Barthélémy Rieu et Pauline Hautefort à la technique. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.